Bonjour, ici Coralie Laplante, bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous aborderons les enjeux entourant les voitures électriques avec Zachary Duchesne. Marianne Lesage nous en apprend davantage sur les centres d'aide pour femmes. Nous explorerons la campagne politique d'Alexandre Duguay avec Chloé Hudon et Daphné Martin nous parle du service L'Envolée. Mais tout d'abord, Mia Pinard nous en apprend davantage sur le cas des maternelles 4 ans. Bonjour Mia. Bonjour. Tout d'abord, quels sont les buts de l'instauration de la maternelle 4 ans? En fait, la maternelle 4 ans a pour but de préparer ces enfants-là à l'école tout en espérant augmenter le taux de diplomation. Puis M. Legault a d'ailleurs affirmé qu'en instaurant la maternelle 4 ans, on pouvait libérer des places dans les CPE. Est-ce que la mise en place du projet comporte des failles au niveau du financement? En tout et partout, l'instauration du projet devrait coûter une centaine de millions de dollars puisqu'il va manquer 1300 écoles, donc 1300 classes en fait, donc une soixantaine d'écoles. La faille au niveau financement, ce serait les commissions scolaires, elles sont déjà beaucoup endettées. Et il y en a beaucoup qui sont endettés de 264,3 millions de dollars. Donc, devoir bâtir des nouveaux établissements scolaires les ferait endetter encore plus. Quelles seraient les raisons qui pousseraient les parents à inscrire leurs enfants à la maternelle 4 ans? Inscrire les enfants à la maternelle 4 ans, en fait, selon les parents, c'est pas une bonne chose parce qu'à Pinard, il dit que les enfants sont beaucoup trop jeunes pour l'école. Puis il y a une équipe de chercheurs qui affirme que l'intensité et la qualité des maternelles 4 ans, ça ne changeait rien au niveau sociodémographique des enfants. Si l'on prend en considération l'endettement des commissions scolaires, existe-t-il une solution de rechange à ce projet? Ce serait au niveau des CPE, donc on créerait des nouvelles places. Donc Pascal Pinard, toujours, il dit que selon lui, le gouvernement devrait investir dans les nouveaux CPE au lieu d'investir dans les nouveaux établissements scolaires. De ce fait, peut-être que le gouvernement générerait plus d'argent. Lorsque l'on parle de libérer des places dans les CPE, connaissez-vous les chiffres exacts? En fait, 20 des enfants de 0 à 5 ans ont accès à un CPE. Donc, d'ici 5 ans, on dit qu'environ 22 000 places, des places vont être libérées dans les CPE. Rapidement, l'étude que vous avez mentionnée précédemment parvient-elle à d'autres conclusions concernant ce projet? Pas tellement. En fait, tout ce qui est au niveau CPE a pas mal déjà été dit, puis ça ressemble à ça. Super, merci beaucoup Mia pour ces informations. Nous accueillons maintenant en studio Daphné Martin avec qui nous décortiquerons le service L'Envolée. Bonjour Daphné. Bonjour Coralie. Premièrement, qu'est-ce que le service L'Envolée? Eh bien, le service L'Envolée est né l'an passé à l'école Saint-Antoine de Chicoutimi. En fait, c'est un service qui travaille l'approche nurture avec des jeunes de 7 à 12 ans qui ont des problèmes de comportement. En fait, ils vont retravailler les bases pour ensuite les réintégrer dans leur école respective. Qui sont ces jeunes que l'on retrouve à L'Envolée? Eh bien, ce sont des enfants qui ont des troubles de comportement, des gros troubles de comportement, qui ne sont plus du tout capables d'être dans leur école respective. En fait, ces jeunes viennent de toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, partant de la ville de l'Abbé jusqu'à la municipalité de Falardeau. Parfois, en fait, ces jeunes font 1 heure de taxi pour venir à l'école le matin et refont 1 heure de taxi pour retourner à la maison le soir. Pouvez-vous nous parler de l'un de leurs projets? Oui, en fait, ils ont créé le projet d'école Brin d'amour, qui est la création de foulards. En fait, ça va travailler la concentration, le fait de faire quelque chose malgré qu'il y ait des interactions autour d'eux. Ensuite, ça va travailler aussi beaucoup de donner au suivant, parce qu'ils vont créer un foulard qu'ils vont pouvoir garder et qu'ensuite, ils vont donner un foulard à la Fondation L'Équilibre. Si nous voulons nous procurer l'une de ces créations, où se vendent-elles? En fait, nous pouvons nous procurer un de ces foulards à la boutique Twist sur la rue Racine à Chicoutimi. C'est vraiment pas compliqué, là. C'est 25 $ pour faire un beau geste pour aider un de ses enfants. Rapidement, pourquoi donner les profits à la Fondation Équilibre? Eh bien, parce que c'est un petit peu grâce à eux que le service L'Envolée peut faire des activités comme ça grâce à leurs dons. Merci beaucoup, Daphné. Chloé Hudon est désormais avec nous sur le plateau pour nous parler de la campagne politique d'Alexandre Duguay s'étant déroulée en octobre dernier. Bonjour Chloé. Allô! Quel a été le parcours d'Alexandre Duguay durant la campagne? En fait, Alexandre représentait la circonscription de Jonquière pour le Parti libéral. Il a débuté la campagne 2 semaines en retard, en fait, après le début de celle-ci. Il a commencé avec une entrevue avec Radio-Canada, puis ensuite une entrevue radio. Il a donc vraiment débuté dans le feu de l'action.
Quels ont été les bons coups de M. Duguay durant la campagne? Il a beaucoup aimé, en fait, aller rencontrer les gens. Pour lui, c'était un peu une petite peur, là. Puis il a vraiment là, commencé à avoir plus d'aisance avec le public. Donc, c'était vraiment pour lui une fierté d'avoir développé ce petit côté-là. Quelles étaient les craintes d'Alexandre Duguay avant ce processus? Il avait peur des mauvais commentaires parce que c'est un jeune candidat. Donc, pour lui, c'était vraiment une grande crainte. Il n'y a pas non plus la même éloquence, ni même le même bagage d'expérience que M. Gaudreault. Donc, pour lui, c'était quelque chose qui lui faisait un peu peur, mais ça s'est très bien passé. Puis, il était vraiment fier de ça. Quelle est l'expérience de M. Duguay? Présentement, il étudie en sciences politiques à l'Université Laval. Il s'est toujours un peu impliqué là, au niveau de la politique. Puis, il a vraiment remarqué là, que c'était pas la même chose dans les livres puis dans la vraie politique. Il a donc appliqué qu'est-ce qu'il voyait dans ses cours en vrai. Il a même développé des liens avec ses collègues puis il a pu apprendre à les connaître. Que réserve l'avenir à ce jeune politicien? En fait, présentement, il veut vraiment se concentrer dans ses études, puis terminer son bac à l'Université de Laval. Il veut aussi se concentrer là, sur la reconstruction du Parti libéral. Puis ensuite de ça, présentement, il occupe le poste d'attaché de presse pour Mme Lavoie. Pourrais-tu me nommer une cause qui tient particulièrement à cœur à M. Duguay? Pour lui, en fait, c'est super important, la liberté d'expression et l'environnement. Super, donc merci beaucoup Chloé pour ces informations. Je suis présentement en compagnie de Marianne Lesage qui vient nous éclairer sur le fonctionnement des centres d'aide pour femmes. Bonjour Marianne. Bonjour. D'abord, combien y a-t-il d'interventions effectuées par les intervenantes de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes par année? C'est sûr que les statistiques varient d'année en année, mais c'est en moyenne 182 000 interventions qui sont faites, soit par téléphone ou en personne. Pour l'année 2016-2017, c'est les femmes dont l'âge se situe entre 31 et 40 ans qui ont été les plus touchées. Elles représentent environ 45 des femmes qui ont demandé de l'aide. Une fois le contact établi, quels sont les services offerts pour leur venir en aide? Dans les centres de la Fédération, il y a 2 suivis possibles. Il y a le suivi externe et interne. Au suivi interne, ça inclut que la femme peut profiter de l'hébergement. En suivi externe, ça va être des rencontres hebdomadaires. C'est un suivi de 10 semaines. Et pour les 2 suivis, là, il y a un encadrement, mais c'est au rythme de la femme. Là. C'est selon ses goûts, mais il y a un encadrement aussi. Que se passe-t-il lors des séances? En fait, on va surtout viser à aborder une approche féministe et de reconstruction parce que c'est sûr qu'après de tels événements, la femme est abattue et en détresse. On va donc viser l'estime de soi, la confiance en soi, la reprise des pouvoirs, la socialisation, tout ce qui peut aider la femme à passer au travers de l'épreuve. Justement, les enfants sont-ils mis de l'avant durant la thérapie? C'est sûr, surtout quand l'enfant est victime ou juste témoin, ça l'affecte énormément. Dans le fond, l'enfant peut venir en hébergement avec sa mère. Il va avoir des ateliers mère-enfant et aussi un suivi pour aider l'enfant à s'en sortir. Que se passe-t-il une fois le programme terminé? On va voir avec l'intervenante à établir un suivi de protection si la femme veut retourner avec son conjoint, parce que des fois, c'est juste un problème de couple. Sinon, elle va aider à sa réinsertion, trouver un emploi, reprendre contact avec son entourage. Super, merci Marianne d'avoir fait la lumière sur ces informations. Nous avons finalement le plaisir de recevoir Zachary Duchesne qui vient nous parler des enjeux entourant les voitures électriques. Bonjour Zachary. Salut. Donc, est-ce que les voitures électriques sont accessibles à tous? Oui, les voitures électriques sont accessibles à tous, car peu importe la voiture que tu vas acheter, c'est la plus grosse dépense de l'année. Donc, si tu es prêt à investir dans un véhicule, tu peux le faire dans ce type de véhicule qui est les voitures électriques. Donc, les automobiles électriques sont plus chères à l'achat, c'est sûr, mais elles se rentabilisent vite parce que tu ne payes pas pour l'essence. Donc, au bout de 4 ans, l'économie faite en essence équivaut au surplus d'argent payé lors de l'achat. La subvention pour ce type de véhicule sera-t-elle toujours en vigueur ou le gouvernement s'est-il fixé un quota? Le gouvernement s'est fixé un quota. Dans le fond, celui-ci restera en vigueur pour les 100 premiers véhicules vendus au Québec d'ici 2020. Dans le fond, c'est le gouvernement péquiste qui a instauré ces mesures. Par la suite, le gouvernement libéral a décidé de les garder intacts. Cependant, M. Legault est resté très nébuleux par rapport à son point de vue sur le projet, car dans plusieurs points de presse, il a avoué qu'il trouvait que c'était très important de conserver les voitures électriques, mais dans d'autres, il a dit qu'il allait revoir la gestion de ceux-ci, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Québec solidaire voulait voir la disparition des automobiles à essence sur les routes du Québec d'ici 2050. Est-ce que c'est un plan réaliste? C'était très ambitieux, mais plusieurs pays le prévoient entre 2030 et 2050.
comme la Norvège, l'Angleterre, la France et même la Chine, qui est un pays très polluant, le prévoit pour 2050. La Norvège a une politique qui fait que tous les véhicules à gaz sont doublement taxés. Puis cette taxe, elle sert à payer celle des voitures électriques. Donc, les voitures électriques deviennent moins chères que les voitures à gaz. Donc, avec des politiques comme celle-ci, c'est très réaliste, mais présentement, c'est très ambitieux. Merci, Zachary, pour ces précisions. Je remercie également nos journalistes Mia Pinard, Daphné Martin, Chloé Hudon, Marianne Lesage et Zachary Duchesne. Mais surtout, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Coralie Laplante et on se revoit pour une prochaine émission sur le plateau. Bonne journée.